Nous sommes le 30 juin 2026, le 6e mois de l'année touche à sa fin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Depuis ce lundi, la correction des épreuves du baccalauréat, session de juin 2026, est officiellement lancée. Dans ce cadre, les ministres en charge de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur ont effectué une visite de supervision dans les centres de correction de Cotonou. Plus de détails dans un instant. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a clôturé ce mardi sa première session ordinaire de l'année. Cette session de 4 mois a notamment été marquée par la régulation de la couverture médiatique des scrutins de 2026 et par l'adoption de plusieurs réformes visant à moderniser le secteur des médias. Et puis, loin du Bénin, le Ghana est visé par une procédure engagée devant la Cour de justice de la CEDEAO. Des avocats reprochent aux autorités ghanéennes d'avoir porté atteinte aux droits fondamentaux de migrants expulsés des États-Unis. Au Bénin, la phase de correction du baccalauréat session de juin 2026 est en cours pour s'assurer du respect des procédures et des délais. Les ministres de l'enseignement supérieur, Sedami Médégan Fagla, et de l'enseignement secondaire, Clément Kouchadé, ont effectué ce mardi une visite de supervision dans plusieurs centres de correction à Cotonou. Une tournée qui se veut un message de confiance à l'endroit des candidats et de leurs familles suivants. Je voudrais dire à l'ensemble des Béninois que les épreuves de correction, je voudrais dire à l'ensemble des Béninois que la correction des copies de nos enfants a bien démarré sur le territoire national, que tous les centres de correction sont à pied d'œuvre depuis hier matin, que les correcteurs sont en place, les superviseurs sont en place dans tous les centres, et y compris dans les 2 centres que mon collègue et moi venons de visiter. On peut témoigner et rassurer la population que tout se passe très bien et que les ressources humaines dédiées à cette partie de l'épreuve de baccalauréat sont en place, font leur boulot et que nous pouvons, comme d'habitude, leur faire confiance pour qu'ils puissent nous dire quelles ont été les performances de nos apprenants, de nos enfants. Donc, on est là pour les encourager également. On est passé pour leur dire que le gouvernement, à travers nous, est à leur côté, les regarde, connaît la valeur de leur travail et que nous attendons impatiemment la fumée blanche dans quelques jours, le jour de la délibération, pour constater comment nos apprenants ont performé et comment toute la société a performé à travers eux, parce que les parents performent également, l'office du bac performe également et le gouvernement performe également à travers les épreuves du bac. Donc voilà, nos encouragements à tout le personnel dédié et après cette étape, bon, il y a les étapes de vérification et de délibération. Nous serons également au rendez-vous pour célébrer tout ça, pour célébrer la qualité des résultats. À travers ce que nous venons de voir, je pense que tout le monde doit être rassuré que les corrections ont bien démarré et ça se passe à merveille. Les enseignants nous ont rassuré également que ce qu'ils sont en train de voir à travers les copies corrigées peuvent permettre d'avoir espoir par rapport aux efforts fournis par les enfants et naturellement par rapport aux efforts fournis par les parents, y compris eux-mêmes. Donc je peux rassurer tout un chacun que ça a bien commencé. C'est peut-être trop tôt de donner quelques tendances, mais nous avions visité les ateliers de mathématiques et vous savez que ça fait partie des disciplines qui créent des difficultés aux enfants, mais les professeurs de mathématiques nous ont rassurés, mais nous n'avions pas, nous sommes donné aussi la peine d'aller dans un atelier de français et également là où les enfants ont souvent des difficultés, ils nous ont rassuré que ça va bien se passer. Et donc nous pourrons rassurer tout le monde que tout s'est bien passé et tout se passera très bien parce que on a senti l'engagement des enseignants, on a senti également l'engagement de tous les superviseurs et de tous les maillons de la correction du baccalauréat au Bénin.
Je vous l'annonçais en titre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a achevé ce mardi sa première session ordinaire de l'année. Pendant 4 mois, l'institution a dressé un bilan marqué par la régulation de la couverture médiatique des scrutins de 2026 et par plusieurs réformes destinées à accompagner la modernisation du secteur des médias suivants. Les mutations rapides de l'environnement médiatique nous imposent d'adapter continuellement nos méthodes d'intervention. C'est dans cette dynamique que la HAC poursuit sa détermination à travers le développement et l'installation de nouvelles solutions technologiques destinées à renforcer les capacités de veille et de monitoring des médias, notamment des médias en ligne et des plateformes numériques. Ces outils permettront à notre institution d'améliorer l'efficacité de son action, de suivre avec davantage de précision les contenus diffusés dans l'espace numérique et de répondre avec plus de célérité aux défis que pose la circulation de l'information à l'ère du digital. La présente session a également été marquée par une initiative majeure pour l'avenir du paysage médiatique national. Le lancement de l'appel à candidature en vue de l'attribution de nouvelles autorisations d'exploitation de services de communication audiovisuelle. Cette opération revêt un caractère particulier puisqu'elle ouvre, pour la première fois dans notre pays, la possibilité d'autoriser des médias audiovisuels appelés à émettre par satellite. Cette innovation constitue plutôt une étape importante dans la modernisation du secteur et témoigne de notre volonté d'accompagner les évolutions technologiques tout en favorisant une plus grande diversification de l'offre médiatique. Nous nourrissons l'espoir que cet appel à candidature contribuera à insuffler une nouvelle dynamique au paysage médiatique béninois, à stimuler l'innovation, à renforcer le pluralisme et à offrir aux citoyens des contenus toujours plus variés et de meilleure qualité. Mesdames et messieurs, les signes de ce renouveau sont déjà perceptibles. Je voudrais ici me réjouir de la rénovation complète de la Maison des médias, désormais remise à la disposition des associations fêtières des professionnels des médias. Cette réalisation, rendue possible grâce à l'impulsion de la HAC et au soutien financier de l'État, constitue bien plus qu'une simple réhabilitation d'infrastructures. Elle symbolise la volonté des pouvoirs publics à créer les conditions favorables au développement d'une presse professionnelle, forte, solidaire et pleinement engagée dans sa mission d'information des citoyens. La Maison des médias rénovée doit revenir un véritable espace de dialogue, de formation, de concertation et de réflexion sur l'avenir du journalisme et de la communication dans notre pays. Mesdames et messieurs, les acquis enregistrés au cours de cette session sont importants, mais ils ne doivent pas nous conduire à relâcher nos efforts. Les défis demeurent nombreux. Consolidation et professionnelle des médias, lutte contre la désinformation, adaptation à la révolution numérique, protection du public et promotion d'une information de qualité. Face à ces enjeux, la HAC continuera d'assumer pleinement sa mission de régulation dans un esprit d'équilibre, de dialogue, de responsabilité et de respect des libertés fondamentales. Autre volet de l'actualité, la Banque ouest-africaine de développement a accordé un financement de 16,6 milliards de francs CFA au Bénin en vue de renforcer son appareil industriel. Ce financement approuvé le 26 juin à Lomé lors de la 151e session ordinaire de son conseil d'administration est destiné à l'extension des capacités de production de la Société des ciments du Bénin, implantée dans la zone industrielle de Semekmoji. Plus de détails dans cet élément.
La Banque ouest-africaine de développement poursuit son engagement en faveur du développement industriel du Bénin. À l'issue de sa 151e session ordinaire tenue le 26 juin 2026 à Lomé, le conseil d'administration de l'institution a approuvé un financement de 16,6 milliards de francs CFA destiné à la Société des ciments du Bénin installée dans la zone industrielle de Semekpochi. Cette enveloppe financière permettra à l'entreprise d'étendre ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante en ciment portée par les nombreux projets de construction et d'infrastructures en cours dans le pays. À travers ce soutien, la BOAD entend consolider la compétitivité de l'industrie cimentière et accompagner la transformation industrielle du Bénin. Présidée par Serge Ekwe, cette session du conseil d'administration a également abouti à l'approbation de 11 projets dans plusieurs États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour un montant global de 344,577 milliards de francs CFA. Depuis le début de ses activités en 1973, la BOAD a mobilisé plus de 10 834 milliards de francs CFA pour financer des projets de développement dans les pays de l'Union. Outre le Bénin, le Mali bénéficiera de financements consacrés à la construction d'infrastructures scolaires et au développement d'une centrale solaire à Koulikoro. La Côte d'Ivoire recevra un appui pour l'acquisition d'aéronefs, tandis que le Burkina Faso, le Togo et le Niger profiteront également de cette nouvelle vague de financement. Les administrateurs ont également passé en revue plusieurs dossiers stratégiques, notamment le niveau de recouvrement des créances au 31 mai 2026, ainsi que l'évolution des partenariats de la BOAD avec la Société financière internationale. Le décaissement des fonds destinés à la Société des ciments du Bénin reste toutefois conditionné à la signature des conventions de prêt entre les différentes parties. Aucune date n'a encore été annoncée pour le lancement effectif du projet d'extension de l'usine. Et si un autre temps au Sénégal, à l'issue de l'adoption de la révision constitutionnelle par l'Assemblée nationale ce lundi, le président du Parlement Ousmane Sonko a défendu le test devant les députés. Le président de l'Assemblée nationale estime que les modifications adoptées traduisent des engagements politiques pris depuis plus d'une décennie. Ousmane Sonko appelle en conséquence le chef de l'État à procéder à la promulgation de la loi, suivant un extrait de ses propos. Nous sommes dans une démocratie, les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. 1/10 des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire, qui veut que, lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qu'il a dit dans une déclaration en tant que candidat que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Cette réforme est l'une des plus consolidantes, l'une qui nous permet de faire des pas de géant dans
le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Le Ghana fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. Un groupe d'avocats accuse le pays de violer les droits fondamentaux de migrants expulsés des États-Unis dans le cadre de la politique américaine de renvoi vers des pays tiers. D'après les plaignants, 27 migrants sont concernés par cette affaire. Les requérants demandent à la juridiction communautaire de se prononcer sur la conformité de ces pratiques avec les engagements du Ghana en matière de protection des droits humains. Suivons le reportage. Des avocats représentant des migrants expulsés des États-Unis vers le Ghana ont déposé plainte contre Accra devant la plus haute juridiction des droits de l'homme d'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de sa vaste campagne de répression contre l'immigration, le président américain Donald Trump a élargi les catégories de personnes visées par l'expulsion, y compris celles bénéficiant d'une protection juridique. Au moins 60 personnes ont été expulsées vers le Ghana depuis septembre selon les avocats. 27 d'entre elles sont représentées dans le cadre de cette action en justice. Accra affirme n'accueillir que des Africains de l'Ouest, mais n'a pas divulgué les termes de l'accord conclu avec Washington. Peu après son entrée en vigueur, les États-Unis ont levé les restrictions de visa qu'ils avaient imposées au pays. Aucun des 27 expulsés visés par le recours ne se trouve encore au Ghana, selon leurs avocats. La plainte demande au tribunal d'ordonner au Ghana de rendre publics les termes de cet accord et d'y mettre fin. Une action similaire avait déjà été engagée en juin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour mettre fin aux expulsions américaines vers la Guinée équatoriale. Une vive ferveur gagne l'Iran à l'approche des funérailles annoncées de l'ayatollah Ali Khamenei. Selon les autorités iraniennes, le guide suprême de la République islamique sera inhumé au début du mois de juillet. Âgé de 86 ans, Ali Khamenei occupait la plus haute fonction politique et religieuse du pays en tant que guide suprême. Il détenait l'autorité ultime sur les principales décisions de l'État tout en exerçant une influence majeure sur la communauté chiite. Suivant le reportage. Téhéran fait peau neuve en attendant les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, tué il y a environ 4 mois aux premières heures d'une guerre déclenchée par les États-Unis et Israël. À son défunt guide suprême, l'Iran réserve des obsèques grandioses, dignes de son rang pendant une semaine. L'ayatollah Khamenei sera conduit à sa dernière demeure début juillet, selon une annonce officielle des autorités du pays. Âgé de 86 ans, Ali Khamenei n'était pas seulement le plus haut dirigeant politique de l'Iran, il avait également le dernier mot sur toutes les questions religieuses. Il était vénéré par des millions de chiites à travers le monde. La dépouille du défunt dirigeant sera exposée au public à partir de samedi et des millions de personnes devraient assister aux funérailles dans différentes villes iraniennes et irakiennes avant l'inhumation à Mashhad le 9 juillet. Plusieurs dirigeants, parmi lesquels les présidents de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et le premier ministre pakistanais sont attendus à Téhéran pour l'occasion. Le premier vice-président iranien a annoncé que les dignitaires étrangers et les délégations officielles commenceraient à arriver vendredi. Ainsi donc prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu
sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.